Bonjour mes lycées co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal pour une petite dernière interview. Enfin, petite, c'est vite dit parce que là, on va carrément dans le sujet de l'hypnose. Attention, je vais peut-être être hypnotisée lors de cette interview par Jean-Charles. C'est ça. Alors... Non, c'est pas vrai. Non, parce que toi, tu vas dans la rue et t'hypnoses les gens, c'est quoi ça? Ouais, ben oui, parfois je fais ça, effectivement. Oui. Je fais ça pour... mais je le fais vraiment dans une façon, un objectif éducatif, ouais. OK? Parce que des fois, il y en a même qui disent « Oh bon, tu fais de l'hypnose spirituelle, l'hypnothérapie, tu n'as pas l'impression que ça ternit ton image de faire des trucs dans la rue. » Je dis au contraire, ben non, parce que ça dépend comment tu le fais. Tu connais le Mont-Royal ici? Oui. Des fois, l'été, je vais là. Et puis moi, mon but, c'est de donner une expérience d'hypnose pour démystifier un peu c'est quoi. Et je donne tout le temps des suggestions positives, que ce soit de confiance en soi, de stress. Au début, je leur demande, je dis, un petit quelque chose que vous aimeriez améliorer, qu'est-ce que ça serait? Et je te mens pas, les gens font la file. D'habitude, il y en a un, puis après ça, les autres voient ce que je fais, fait que là, un après l'autre, parce qu'il y a deux façons de faire de l'hypnose de rue. Puis ça, il y avait un de mes enseignants qui avait dit ça à un moment donné. Il dit... En tant que spectateur, tu peux regarder ça, ou un spectacle d'hypnose, tu peux regarder ça en disant « Wow, c'est impressionnant, mais je suis content que c'est pas moi. » Et tu peux regarder ça « Wow, c'est impressionnant, j'aimerais ça que ça soit moi. » OK? Et moi, je construis tout le temps tout ce que je fais dans la rue de cette façon-là, et c'est pour ça que les gens font la file par après pour avoir cette expérience-là. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont sceptiques par rapport à l'hypnose, d'autres qui sont amenées, qui ont été amenées ici l'hypnose parce qu'ils fumaient. C'est un gros problème en France ou ailleurs. Ouais. Et puis, on a envie d'arrêter de fumer, donc on essaie. On a entendu par un ami que ça marche. Mais il y a un petit peu un mystère où c'est pas bien expliqué. Toi, ça fait des années que tu pratiques ça. Hein. On s'est rencontrés à travers Mario Beauregard. D'ailleurs, on se tutoie. Au Québec, on se tutoie. On vient de se rencontrer. Mais c'est pour parler de ce sujet-là de manière ouverte. Et voilà, et qu'on apprenne, moi je suis pour qu'on apprenne sur des sujets qu'on connaît moins, pour avoir moins d'ignorance, pour au moins être ouvert à prendre une nouvelle perspective. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment en hypnose? Qu'est-ce que c'est pour toi? Je sais que tu as une pratique un petit peu plus particulière ou différente, mais qu'est-ce qu'en général l'hypnose? Ça c'est ça c'est si tu veux comment le dire gentiment, se semer le trouble, pour ne pas dire autre chose, va sur un forum d'hypnose et écrit « Qu'est-ce que l'hypnose? » Et là, il y a même des forums qui bannissent la question et disent « On ne rentrera pas là-dedans, il y a trop de définitions différentes, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. » Il y en a qui disent, il y a même des débats à savoir est-ce que c'est un état différent ou est-ce que c'est juste un changement de réalité à l'intérieur de la personne, que l'inconscient devient plus réceptif, mais qu'il n'y a pas nécessairement de changement d'état. Il y a diverses positions. Donc, moi, comme je dis tout le temps aux gens, je dis honnêtement, on ne sait pas exactement. On sait un petit peu quoi faire pour que ça fonctionne, pour créer, stimuler un état que la personne elle est plus réceptive, ouverte, pour effectuer des changements dans la direction qu'elle le désire. Mais la question, qu'est-ce que c'est? En fait, on ne sait pas vraiment. Parfois, il y en a que ça s'exprime avec des changements au niveau des ondes cérébrales, mais on ne peut pas dire que l'hypnose est égale X, égale telle onde ou telle onde. On peut remarquer que peut-être dans certains processus d'hypnose, il y a par exemple une diminution des ondes bêta, qui sont des ondes plus rapides reliées avec l'analyse mentale et tout ça, et une augmentation, une prédominance d'ondes alpha, θ, qui sont souvent liées avec l'apprentissage rapide, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on a des marqueurs-là ou des indices, mais c'est pour ça que je veux faire la recherche, justement, pour démystifier et aller voir scientifiquement de quelle façon, puis c'est ça le lien avec Mario, qui va être, bon, oui, il va avoir la dimension plus spirituelle, mais que même dans d'autres volets d'explorer ça, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? T'as accès à de l'information que la personne a quelque part, une ancienne mémoire, un blocage, il y a eu cette peur, tu cherches d'où viennent les peurs, c'est quoi? C'est une chose, c'est possible, c'est ça, c'est possible d'aller chercher de l'information sur la source, peut-être d'une problématique, que même consciemment la personne ne se rappelait pas nécessairement. Ouais. Tu peux faire aussi des processus de communiquer avec l'inconscient, même au niveau des mouvements idéomoteurs, par exemple avec les doigts. Ça, c'est tout le temps fascinant. Avec un client, tu dis, bon, ben, je vais m'adresser à ton inconscient, puis quand ton inconscient, il va être en charge de ce bras-là, de cette main-là, il va me faire un petit signe que oui, avec bouger peut-être un doigt ou deux doigts, mais ce ne sera pas ton esprit conscient.
Puis là, il y a un petit bout. Puis là, souvent, on voit les gens qui ricanent ou qui rient. Mais c'est bizarre. Et il y a même des processus qu'on peut poser des questions. Par exemple, je m'adresse à l'inconscient. Lilou, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a causé cette problématique-là? Est-ce que ça serait pour son bien-être global de s'en libérer? Donc, il y a différents types d'interactions avec l'inconscient qu'on peut faire de cette façon-là. Donc, il y a vraiment un éventail de techniques très diverses selon je dirais peut-être d'où qu'on vient, que ce soit peut-être l'hypnose érectionnelle, plus classique, humaniste, ou même au niveau spirituel, quand on rentre tous les concepts de l'âme, des guides, le moi supérieur qui ouvre toute une autre palette d'informations. Et c'est ça que moi qui est ma passion, en fait, d'aller chercher vraiment ces informations d'un niveau supérieur de l'être, qu'on appelle le moi supérieur, ou une partie de nous qui sait beaucoup de choses à notre sujet, puis qui peut nous aider à comprendre certaines choses et libérer des choses et nous aider à avancer sur notre chemin d'âme. Donc des personnes très rationnelles, voire même athées, pourraient vivre des expériences comme ça, plus spirituelles, sous un état d'hypnose. D'un seul coup, il y a de l'information qui va sortir, ou est-ce qu'il y a quand même une corrélation avec qui elles sont dans la réalité Moi, je dis toujours aux personnes, il faut que vous soyez ouverts. Parce qu'une personne qui est, admettons, athée, et qui ne croit pas et qui ne veut pas croire, parce que s'il accédait des informations, ça viendrait à l'encontre de ses croyances, puis ça changerait plein de choses dans sa vie. Donc, il y a une partie de lui ou d'elle qui se rebellerait ou qui suivrait pas les instructions parce qu'il ne voudrait pas que ça fonctionne. Hein? Fait que moi, je dis aux gens, écoutez, si vous êtes sceptique, il n'y a pas de problème, c'est même parfait. Moi-même, les gens qui me connaissent savent que je suis très... j'ai enseigné un peu la pensée critique comme charge de cours à l'université, donc je suis très ce que j'appelle un scepticisme qui est sain, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, il faut avoir une ouverture. Puis je dis, si vous êtes ouvert, bien là, c'est OK. Et si la personne, tu veux juste prouver que ça ne marchera pas, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre mon temps, ça ne donne rien. Mais si la personne dit, écoute, moi, je suis ouvert, mais je doute, mais si tu es ouvert, that's fine. On va explorer. Ouais. Et là, donc, on peut explorer plein de choses différentes. Quels sont le genre de questions pour accéder à ces expériences un petit peu plus spirituelles? Il y a des phrases clés où ça vient un petit peu comme ça à toi? Il y a des techniques que tu as pu apprendre? Parce que j'ai compris que tu as traversé les États-Unis aussi un peu et d'autres parties du monde pour t'enrichir d'autres expériences. Oui, c'est ça. En fait, j'ai appris de certains... ce qu'on peut dire les sommités dans le domaine, que ce soit Dolores Cannon, Newton Institute, Brian Weiss, un peu leur technique pour aller chercher ces informations-là, dans un premier temps, par rapport aux vies passées. Ouais. Donc, si tu parles de technique, c'est une porte qui est possible d'ouvrir, mais si on utilise, par exemple, Jerry Kine, où il y a même d'autres techniques qui visent à connecter juste avec la partie supérieure de soi, puis même les guides ou la dimension spirituelle de notre être, si on veut, qu'on peut y aller directement. Donc, il y a différentes portes. Parfois, ça arrive spontanément, mais quand que moi, je reçois des clients, et moi, dans ma clientèle, c'est des personnes plus spirituelles, qui sont ouvertes, au moins. Donc, j'ai des personnes sceptiques, mais je n'aurai pas d'athées parce que ils ne viendront pas essayer de prouver que ça ne marche pas puis me payer en plus. Donc, c'est ça. Donc, dépendamment de la problématique, quand la personne est spirituelle, là, on effectue un processus, mais en fonction de leur, pas juste le petit moi physique, mais globalement, qui sont vraiment dans leur globalité, si on veut. Et l'expérience de vie antérieure, c'est évidemment une porte possible. Puis encore plus fascinant, selon mon point de vue, c'est quand on connecte de l'autre côté avec les guides, les êtres de lumière, la mission de vie et tout ça qui redonne vraiment un sens profond aux gens. Ouais. Mais si c'était si facile à accéder à toute cette information, déjà, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le feraient? Et deux, pourquoi on pourrait à ce moment-là automatiquement avoir notre mission de vie, les problèmes à régler, on entendrait tout, et puis hop, là, on ressortirait, et ça y est, c'est parti, on y va! Oui, très bonne question, Lilou. En fait, c'est que dans la mission de vie, il y a certains... On accède juste à ce qui est important pour nous aider. Donc, on n'a pas accès à tout. Okay? Parce qu'il y a certains apprentissages que si on savait, ça viendrait biaiser l'apprentissage. Mais il y a certaines informations que les guides de la conscience supérieure vont laisser passer certaines choses juste pour nous donner le petit côté, le petit coup de pied quelque part qu'on a besoin pour... Le oomph, oui, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que
de façon générale, ça va être un processus qu'on fait plus avec les gens. Bon, Newton parlait après 30 ans. Ça peut être fait plus jeune aussi, mais il faut qu'il y ait une certaine expérience de vie. C'est pour ça que si on naissait, par exemple, et on se rappelait de tout, qu'on a choisi tel père, qu'on va avoir tout ça, ben on ne vivrait pas l'expérience de la même façon. Parce qu'on dirait, ben je le sais, c'est un contrat que j'ai eu avec lui, on ne le vivrait pas. Mais c'est pour ça que la fonction de l'oubli est très importante. Parce que quand on oublie, c'est comme si on planifie une sorte de terrain de jeu et tout, puis on le crée, puis avec des guides, un peu de l'expérience terrestre, puis après ça, on oublie tout, puis on l'expérimente, comme si c'était la première fois, puis on passe à travers, puis là, on peut avoir des émotions réelles, et c'est là qu'on a des expériences qui nous permettent de grandir, parce que si on savait que tout ça, c'est juste une pièce de théâtre, et tout ça, que mon père, ben, il a eu tel contrat de ne pas m'aimer, parce que on n'aurait pas la même chose. C'est pour ça que c'est important l'oubli a sa fonction, mais on est rendu à un certain, je dirais même, conjoncture au niveau de l'humanité, qu'on a de plus en plus accès, et Bachar en parle de ça, on est de plus en plus conscient de notre nature supérieure, et je pense que dans les années à venir, ça se dirige là au niveau de l'hypnose thérapeutique, et même dans plusieurs aspects de la thérapie, la dimension spirituelle va être intégrée parce que ça fait partie de qui on est. Notre mission de vie, quand on connaît qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce qu'on est venu apprendre, ça change tout. Ouais. C'est assez spectaculaire pour l'avoir vécu, pas avec toi, mais avec d'autres hypnothérapeutes, d'avoir ce à quoi on peut avoir accès d'un seul coup, ce qui peut sortir de notre bouche assez rapidement en plus. Il faut éviter qu'il y ait trop de temps, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut faire confiance au processus et faire confiance à l'information qui émerge et de partager spontanément sans juger et que ça soit, des fois, ça peut être des images, il y en a que c'est des ressentis, il y en a c'est des émotions, il y en a c'est des intuitions. Tu sais quelque chose sans savoir pourquoi que tu le sais, mais tu le sais, OK? Et plus qu'on partage ça, plus que ça émerge, puis c'est vraiment faire confiance, en fait. Et c'est là que ça coule. Et c'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique. Donc, c'est pour ça, souvent, l'entrevue, je le fais en 2 fois. On commence régression avant-antérieure. Il y en a des fois qui viennent me voir et disent... moi, c'est plus le contrat d'âme, les vies antérieures, ça m'intéresse plus ou moins. S'ils n'ont pas d'expérience d'hypnose, bon, on peut pratiquer de d'autres façons, mais c'est bien de commencer avec une vie antérieure. Puis une fois que ça, c'est assez clair, ça va bien, là, on continue. Parce que dans l'entrevue, on dirait que ça demande un niveau... J'aime pas le mot trans, je parle plus, moi, d'absorption dans l'expérience. Et que quand la personne, elle t'a déjà rencontré ou elle a d'expérience auparavant, ben elle te fait confiance, son cerveau a déjà commencé à comprendre un peu comment ça fonctionne, et là, ça facilite l'expérience. Ouais, ce qui est vraiment fascinant. Et il y en a que ça change vraiment la vie radicalement, mais il faut comprendre qu'on accède à ce qu'on a besoin. OK? Et il y a certaines choses, c'est pour nous aider, donc c'est de faire confiance que tout a sa raison d'être. Tu vas accéder à ce qui est bon pour toi. Il y a une raison pour laquelle les personnes viennent nous voir, même les thérapeutes de l'Institut que j'ai créé. Il y a une raison pour laquelle ils viennent et de faire confiance à ça et de se laisser aimer, se laisser aller puis laisser émerger spontanément puis faire confiance au processus. Parce que tu l'enseignes maintenant, c'est ça? C'est ça, j'enseigne maintenant. D'ailleurs, je pars tourner en Europe dans 5 jours. Ça s'en vient rapidement. Donc, donc j'enseigne l'hypnose spirituelle de régression, vie passée et dans l'entrevue. Et maintenant, je vais aussi enseigner l'hypnothérapie spirituelle qui est mon nouveau, que j'ai très hâte. Je pense que ça va faire partie des pionniers pour l'hypnose du futur, de l'hypnothérapie, d'après moi, parce que c'est vraiment d'intégrer tout le concept de l'âme, du contrat d'âme. Et puis, je suis allé chercher des personnes vraiment, des experts conseils, dont il y a Mario Beauregard. On intègre les principes de physique quantique, de neurosciences là-dedans. Au niveau de la spiritualité, il y a Daniel Murat qui a accepté d'être l'expert conseiller pour s'assurer que tous les principes sur lesquels sont fondées l'approche sont selon les connaissances actuelles. Donc vraiment, je m'assure d'avoir des assises solides et créer des processus qui vont vraiment stimuler des transformations pour transmuter ces défis-là qu'on a pour propulser les gens sur leur chemin spirituel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que ça va être vraiment...
j'ai très hâte de commencer à enseigner ça. Ouais, ça montre bien que de toute façon, il y a tellement de nouveaux métiers qui sont en train de se créer, des nouvelles intégrations. Dès qu'on rajoute cette dimension spirituelle, ben, tous les métiers presque peuvent être recréés, revisités. Je veux dire, il y a une quantité de choses à créer sur cette terre. Exactement, exactement. Quand on intègre cette dimension-là, et ça change même la façon d'interagir, de faire, parce que, puis ça, je vais l'expliquer aux gens, parce que si on prend juste l'hypnothérapie, ben, il s'agit pas seulement de dire, bon, ben, on rajoute la dimension spirituelle, c'est que la dimension spirituelle change la façon d'aborder la problématique, change la façon de comprendre l'individu, et ça change, ça influence les interventions, les protocoles, les façons de fonctionner, c'est différent, mais c'est fascinant, parce que là, on développe quelque chose qui est vraiment encore plus holistique, pour l'individu. Puis je pense que ça se passe en hypnose, et je pense que ça va peut-être se passer même en massothérapie, en d'autres. Parce qu'il y en a, ils font juste faire un massage, il y a une régression vie antérieure, tu parles à des massothérapeutes, il y a des choses qui se passent des fois. Donc je pense que cette dimension spirituelle-là de l'aide va, de façon accélérée dans les années, d'ici 10 ans, 10-15 ans, ça va être... il y a peut-être des personnes qui écoutent ça présentement et qui disent « Ah, c'est spécial », mais je pense que ça va être monnaie courante assez rapidement. Ouais. En tout cas, au Québec, à Montréal, ça bouge bien à ce niveau-là. En Europe aussi, d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est vraiment... Ah oui, puis il y a une effervescence même en Europe. Des fois, il y en a qui disent « Ah, à Montréal, c'est plus ouvert. En Europe, c'est plus fermé. » J'ai pas eu cette expérience-là. C'est peut-être vrai, mais je rencontre beaucoup de gens, les gens qui s'inscrivent à la formation. On dirait qu'il y a un momentum dans l'humanité qui fait que, tu sais, ça pousse. Les gens s'ouvrent, puis... Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a marre de cette souffrance. À un moment, le mal-être et la souffrance, on se dit, la société actuelle ou nous-mêmes, ça nous convient plus. Il y a peut-être d'autres outils ou quelque chose pour nous aider à avancer rapidement aussi. C'est vrai, ça, c'est pas forcément le psy à rester allongé sur un canapé pendant des heures et parler. Ça avance pas très vite, ça, hein? Exactement, ça avance pas très vite. Et c'est pour ça que quand on a une approche qui est basée plus sur la compréhension, le développement, la croissance de l'individu, ben c'est encore plus intéressant pour l'individu de un, et que c'est pas juste genre on programme, on déprogramme. Ça, c'est vraiment une vieille vision de l'hypnose. Comme je mentionnais, c'est vraiment d'utiliser ce défi-là pour faciliter une connaissance de soi. Le but, en fait, quand la personne a un défi, c'est pas de revenir à qui ils étaient avant d'avoir le problème. C'est d'aller après et être plus grand, plus émancipé, plus libre, intérieurement, plus connecté à qui ils sont. Et c'est dans cette dimension-là que ce processus-là est vraiment intéressant. Ouais, donc il y a vraiment un choix personnel. Oui. Qui est à faire après au quotidien, même après la séance. C'est pas oups là, ça y est, tout est fait. Ben, il y a certaines personnes, puis moi, je demande à l'inconscient, en fait. Je dis, si ça serait approprié de faire en sorte que l'individu a besoin de faire un effort ou quelque chose pour l'aider, OK? Parce que, comme je mentionnais, quand on fait un effort et qu'on réussit, ben là, on a une fierté d'avoir... Tu sais, si on faisait juste déprogrammer, là, t'arrêtes de fumer, merci, bonsoir, ben tu dirais, ah, c'est cool, mais t'es pas une plus grande personne ou t'as pas plus de ressources ou de confiance en toi qu'avant. Tandis que si on fait un processus qui va te demander un petit effort, mais je demande à l'inconscient de le mettre à la hauteur qu'il a besoin. Et que si jamais ça serait OK de juste complètement l'enlever, par exemple, si on veut arrêter de fumer, qu'il n'y a plus vraiment aucune envie, plus rien, ça sera comme ça. Okay. Alors, comment on explique que certaines personnes, ça revient un an après, par exemple? Ils ont arrêté de fumer, ils ont fait une séance d'hypnose, mais ça revient? Oui, ça dépend des conditions, de ce qui fait que ça revient. Hein, Parce que le stress peut provoquer aussi un retour, non? Des fois, on a l'impression qu'il reste encore des petits bouts de ces trucs. Oui, puis ça dépend aussi de la façon que le processus a été fait. Ouais. OK? Et c'est là que... Mais si le processus a été fait plus en profondeur, c'est une compréhension plus profonde, que ça ne soit pas juste ce qu'on appelle, nous, des suggestions directes, t'arrêtes de fumer, tu fumes plus, t'aimes pas le goût, bien ça, c'est moins solide qu'un apprentissage qui va vraiment aller plus chercher dans l'identité, au niveau plus profond de l'être, en fait, que ça va. Mais ça reste... On n'est pas des robots, hein? Et donc, ça reste un choix, et que si la personne... On dit aux personnes, ben, si à un moment donné, tu as besoin d'aide, ben, tu peux revenir. Ça ne veut pas dire que l'hypnose a échoué. C'est juste que, bon, ils ont peut-être eu un événement dans leur vie qui ont besoin de comprendre. Parce que s'ils changent de comportement, l'être humain, puis Bachar parle de ça aussi beaucoup, c'est intéressant. L'être humain, sa motivation, il va tout le temps se diriger vers ce qu'il perçoit comme lui procurant le plus de plaisir ou de bénéfices.
et s'éloigner de ce qu'il perçoit comme étant le plus nocif ou plus épeurant ou négativement. Et donc, si à un certain moment, on a un comportement qui choisit quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut, bien, il y a une partie de nous qui a soit une croyance, soit quelque chose qui interprète ce comportement-là comme étant plus positif d'une certaine façon, même si consciemment on ne le sait pas, que l'autre. Et c'est que là, il faut aller voir, puis dénouer les croyances, puis réajuster pour faire en sorte que ça va être plus naturel de choisir le comportement qui est plus sain pour l'individu. Il y a toujours cette conversation, je pense, dans l'esprit des gens et de nous, de se dire, il y a une partie manipulateur, où certaines personnes sont manipulateurs. Comment on choisit un bon hypnothérapeute? Parce que je suppose qu'il y en a qui surfent aussi sur cette vague-là, ou qui sont peut-être moins bons que d'autres. Comment sélectionner un bon? Ouais, c'est une très bonne question, en fait. Je dirais... Bon, le bouche-oreille, c'est tout le temps intéressant quand quelqu'un a une expérience positive, mais si on part à neutre ou à froid, les sites web, regarder voir s'ils parlent sur des vidéos. Tu sais, parce que, en voyant, on est capable de voir est-ce que cette personne-là, quand elle parle, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça résonne en moi? Puis ça peut être aussi de l'appeler, OK? Dire, parce que c'est pas tous les hypnologues ou hypnothérapeutes qui sont spécialisés dans tout. Donc, si la personne a une problématique X, ben, tu peux faire une petite recherche, tu cibles peut-être 4-5 personnes et tu dis, je peux-tu t'appeler pour t'en parler? Et par le ton de voix, la façon que la personne répond aux questions, et là, ben, il faut faire confiance en notre intuition à ce moment-là. Mais si on voit qu'il y a des bons témoignages sur le site web, c'est bien fait, ça a l'air professionnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de charlatans. Des fois, il y en a qui disent, des charlatans, j'ai écouté. Les charlatans, ça va être plus des médiums parfois qui peuvent dire des choses. Je ne dis pas que les médiums, c'est des charlatans, là, loin de là. Mais c'est comme si c'est... loin de là, parce que j'ai beaucoup d'amis médiums. Mais c'est que en hypnose, c'est le client qui accède à l'information. Donc, c'est pas l'hypnothérapeute qui dit des choses. Fait que soit il est bon, soit il est moins bon. Okay? Mais des hypnothérapeutes qui ont des mauvaises intentions, c'est très rare. On parle plus de personnes qui ont plus de compétences que d'autres. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment d'y aller au ressenti, puis bon, quitte à faire une première session, hein, puis après ça, on voit, puis on se réajuste. Mais c'est de prendre le plus d'informations, regarder le site web, lire l'information, les appeler, les contacter, est-ce qu'ils ont des vidéos, se faire une idée, faire confiance à la petite voix intérieure, puis on passe à l'action. Écoute, merci beaucoup Jean-Charles pour cette délicieuse interview. Moi, je vais reprendre un vol pour l'Europe et toi, tu vas pas tarder non plus dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours, ça va être Los Angeles avant, puis après ça, Paris et Bruxelles. Et d'ailleurs, je vais donner une conférence à Bruxelles à la fin avril où on va faire une expérience de groupe sur connexion. Elle sera peut-être déjà pas encore. Marseille en juin. Au cas où. Que c'est... Ouais. Quel jour? Marseille, je m'en rappelle plus. Sur le site. C'est sur mon site, ça, c'est sûr. Allez sur le site de l'Institut, le calendrier des formations, conférences et ateliers est là. Ouais. Merci Jean-Charles. Super, merci à toi Lilou. Et merci à vous, délicieux co-créateurs, d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Je vous embrasse très fort de Québec. Au revoir. Au revoir.